Au sommaire de ce journal, les travaux du 27e congrès de l'Union postale universelle ouvert le 9 à Abidjan ont démarré. Les ministres en charge de la Poste réfléchissent sur l'avenir du secteur postal. Nous parlerons également du processus de recensement des populations interrompu en février 2020 à cause de la Covid-19. Les ministres de tutelle ont procédé à la relance de cette opération de dénombrement. Bienvenue Madame, Monsieur au rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. Débutons cette édition en nous intéressant au démarrage des travaux de l'UPU, Union postale universelle, qui se déroule à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Les ministres de tutelle des différents pays de l'UPU étaient en conférence de presse pour justement réfléchir sur l'avenir du secteur postal. Daniel Kodjo et Marius Siri nous donnent des précisions. Covid-19 et secteur postal, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé et ce qui doit changer. C'est autour de cette thématique que s'est tenue la conférence ministérielle 2021 des pays membres de l'Union postale universelle. Après un bilan dressé sur l'impact de la Covid-19 dans les différents secteurs d'activité, notamment la poste, les participants ont échangé sur les défis à relever par le secteur postal en vue de jouer un rôle de réseau à même de favoriser la communication entre les habitants de la planète. Une séance de travail bien appréciée par le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. Pour lui, cette conférence ministérielle favorisera l'adoption de nouvelles conditions pour le développement du secteur postal. Elle constituera ainsi la feuille de route pour le prochain cycle quinquennal 2021-2025. Cette stratégie, dite stratégie postale d'Abidjan, devra se nourrir des grandes attentes de la communauté postale mondiale, des États, mais aussi évidemment des utilisateurs, clients particuliers et entreprises, petites ou grandes. Elle se doit de créer les conditions pour de meilleures performances pour les postes d'Afrique et du monde entier et de réduire la fracture postale entre les pays industrialisés et les pays en développement, entre le Nord et le Sud. Ainsi, un pan essentiel de l'histoire à venir de notre organisation commune s'écrira dans un contexte très singulier à partir d'Abidjan. Le Mali est l'invité d'honneur de ce 27e congrès de l'UPU. Comme les représentants des 191 autres pays, le Premier ministre malien Choguel Maïga se réjouit des réflexions menées en vue d'aboutir à la digitalisation des produits et services de la Poste. Aujourd'hui, aussi bien au Mali que dans le monde entier, on ne conçoit pas un secteur d'activité de façon réaliste où le numérique n'intervient pas. Aujourd'hui, la Poste doit changer de nature. C'est l'un des premiers moyens de communication historiquement. Les lettres aujourd'hui sont remplacées par les mails, les SMS. Et donc ce qui reste, c'est le côté des colis, le côté d'autres formes d'information sur lesquelles la Poste doit se centraliser. Même le colis, il faut numériser tout le processus. Face à la pandémie de coronavirus qui a négativement impacté plusieurs domaines d'activité, les acteurs du secteur postal sont décidés à jouer un rôle de soutien dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Les séances de travail pour trouver les solutions se poursuivent au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan jusqu'au 27 août 2021. On l'annonçait en titre, l'État de Côte d'Ivoire relance le processus de recensement des populations interrompu en février 2020 pour cause de la Covid-19. C'est ce qui ressort de la conférence de presse co-animée par le ministre du Plan et du Développement et le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle et du Service civique. L'objectif de cette opération statistique de dénombrement est d'améliorer la planification et mesurer le progrès de la Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu et Valentin Kra nous en parlent. Combien sommes-nous en Côte d'Ivoire? C'est la principale question qui trouvera réponse à cette opération de recensement de la population initiée par l'État de Côte d'Ivoire et annoncée ce jour par la ministre du Plan et du Développement. Cette conférence de presse se tient à la faveur du lancement du processus de recrutement du personnel de terrain, des agents recenseurs, des aides formateurs et autres superviseurs. Cette opération revêt une grande importance pour l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une opération de dénombrement de la population
qui vise à obtenir des informations actualisées et fiables sur la taille de la population, sa structure, sa répartition spatiale, ses caractéristiques socio-démographiques et économiques. Ces informations, comme vous le savez, sont fort utiles pour la planification et le pilotage des politiques publiques. L'opération du 5e recensement de la population initiée par la Côte d'Ivoire a été dans sa première phase interrompue du fait de la pandémie de la maladie à coronavirus. Le processus de recrutement et de formation des agents recenseurs a été lancé une première fois en février 2020. Il a été interrompu par l'avènement de la pandémie à coronavirus, entraînant ainsi le report du dénombrement en 2021. Avec l'amélioration des conditions sanitaires, surtout grâce à une meilleure gestion des risques de contamination, le gouvernement ivoirien a décidé de réaliser le dénombrement en novembre 2021. S'agissant de tous ceux retenus dans la première opération, il leur est demandé de se réinscrire pour une prise en compte de leur dossier. L'opération va mobiliser 40 000 jeunes dont l'âge varie entre 15 et 45 ans, ce qui explique la présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Je voudrais me réjouir avec toute mon équipe d'être à vos côtés ce matin dans le cadre du lancement du processus de recensement général des populations, notamment sa phase de recrutement d'agents recenseurs. Les grandes étapes avant le recensement proprement dit débutent par le recrutement du personnel du terrain du 10 au 21 septembre 2021, la formation des aides formateurs du 13 au 24 septembre, la formation des agents recenseurs du 11 au 26 octobre et la collecte des informations du 1er au 21 novembre 2021. Malgré la Covid-19, bon nombre d'entreprises se donnent les moyens pour poursuivre aisément leur activité au bonheur de leurs clients. C'est le cas de la société Aramex spécialisée dans la collecte, la distribution, le transport de colis au niveau national et international. Pour atteindre les objectifs de satisfaction de sa clientèle, l'entreprise a grandi son parc auto avec l'acquisition de 2 nouveaux véhicules. Des précisions avec Daniel Kodjo et Marius Siri. C'est un personnel concentré que l'on a retrouvé dans les locaux de Aramex Côte d'Ivoire. Les agents sont mobilisés pour atteindre les objectifs fixés par l'entreprise, à savoir couvrir les besoins des clients en matière de transport et de logistique. Tout s'organise par l'équipe Aramex Côte d'Ivoire pour rattraper le temps perdu à cause de la maladie à coronavirus. Aramex est une société internationale qui exerce dans le domaine du transport express, du fret aérien et du fret maritime. Mais nous avons aussi un domaine particulier qu'on appelle le shop and ship, qui consiste à faire de l'e-commerce et donner une plateforme d'adresse à nos différents clients qui peuvent acheter en ligne, se faire livrer dans les pays où ils achètent aux adresses de Aramex afin qu'on puisse acheminer leurs colis vers Abidjan. La Covid-19 n'empêchera plus Aramex Côte d'Ivoire de se rapprocher de ses clients. La direction dote son service commercial de 2 nouveaux véhicules. Les récipiendaires sont tenus d'en faire bon usage et favoriser l'évolution des chiffres d'affaires. L'entreprise fait bien de pouvoir nous permettre d'avoir des véhicules roulants pour que nous puissions doubler les chiffres d'affaires qui étaient déjà existants. Ça prouve que la direction nous fait confiance et ça prouve que nous avons beaucoup à donner. Donc la mobilité va accroître un peu plus notre activité. Pour répondre à l'attente des clients, Aramex investit dans un personnel qualifié, des équipes d'experts, des professionnels du transport qui mettent en place des solutions personnalisées adaptées au secteur d'activité, aux besoins de la clientèle. Aramex participe à la préservation de l'environnement et s'engage à assurer le développement local, les opérations de secours, l'éducation, l'habilitation des jeunes, le sport et l'entrepreneuriat. 3 syndicats du personnel pénitentiaire réunis en collectif appellent la corporation à un arrêt de travail sur les 3 jours à venir. Une annonce des gardes pénitentiaires lancée ce lundi face à la presse pour obtenir la satisfaction réelle de leurs revendications auprès des autorités de tutelle. C'est un reportage signé Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza.
Comment comprendre que les mêmes infirmiers qui sont en établissement pénitentiaire, lorsqu'ils ont entamé la grève, le premier résultat qui les a reçus, c'est notre ministre du tutelle qui les a reçus. Aussitôt, les rencontres ont évolué jusqu'à ce que la même journée, là, je ne sais pas comment c'est parti, mais ils ont eu des primes comme 19. Mais comment lui, il ne peut pas nous défendre pour que nous aussi, on ait nos primes comme 19. Ce sont des leaders syndicaux remontés contre les autorités qui étaient face à la presse. Devant l'inertie du gouvernement à satisfaire leurs revendications, le collectif des syndicats de l'administration pénitentiaire, composé du SYNAPAPSI, du SIAPSI et du SYNAPSI, décide d'une grève prochaine à partir du 18 août et ce pendant 3 jours. Sur la table de négociation, les revendications sont pourtant les mêmes. D'un ton grave, le porte-parole du collectif égrène le chapelet de difficultés vécues par les gardes pénitentiaires. Il s'agit des baux administratifs. Il s'agit de l'école du personnel pénitentiaire. Il s'agit des effets d'équipement. Il s'agit de la prime de participation à la judicature. Il s'agit de la prime Covid. Il s'agit également aussi de la prime de contingent. Et lorsque les agents ne sont pas bien logés, ils ne sont pas bien vêtus, ils ne peuvent pas bien travailler, on se doit quand même d'interpeller la tutelle. Après plusieurs rencontres de négociation avec la tutelle, les syndicats estiment que le recours à une grève pourra faire comprendre l'ampleur des problèmes vécus par les agents en charge de la sécurisation des maisons d'arrêt et de correction de Côte d'Ivoire. Quand nous posons les problèmes de baux, qu'aujourd'hui les taux sont plus concurrentiels, il faut que nous soyons au même niveau que les autres corps. Là encore, il y a problème. Mais lorsque les baux, on doit payer les baux, on nous fait savoir qu'au niveau de la trésorerie, il y a problème et qu'il n'y a pas de liquidité. Mais diantre, les mêmes baux qui sont payés par les autres corps, pourquoi quand il s'agit des gardes pénitentiaires, il n'y a pas la liquidité? Il y a un problème de finances. Pourquoi? En fait, en résumé pour dire, c'est le manque de volonté de nos autorités pour régler nos problèmes. Par ce mouvement d'humeur, les syndicats entendent faire pression sur les autorités pour qu'elles se penchent sérieusement sur les problèmes du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire. Pour l'heure, les leaders sonnent la mobilisation et appellent à la solidarité des agents pour l'aboutissement de ce combat. L'heure n'est plus à l'amusement. Nous avons décidé de rentrer en grève si rien n'est fait. Parce que les autorités, quand on va vers eux chaque fois, on va vous revenir, on va rendre compte au ministre. Alors, si le ministre ne peut pas régler nos problèmes, celui qui va régler nos problèmes, nous allons nous adresser à eux directement. Après 3 jours d'arrêt de travail en vue, les syndicats projettent de faire une grève illimitée si l'État n'apporte aucune réponse concrète à leurs points de revendication. Une page de prise de parole en public dans cette édition. Dominer sa peur et vaincre le stress tout en levant haut un verbe raffiné et audible. La mer à boire pour bon nombre d'entre nous, mais pas pour la 24e promotion de Art au Côte d'Ivoire. Après un mois de formation en technique de prise de parole en public, les femmes et les hommes sont désormais certifiés, capables de tenir la dragée haute devant n'importe quel public. Ils ont reçu leur certificat de fin de formation lors d'une cérémonie en présence de nos reporters Issa Badini et Ismaël Doza. Le diplôme est-il indispensable à la réussite? Tel est le thème développé par chaque apprenant pendant un mois autour des principes clés en technique de prise de parole. Le verbal, le mental, le visuel et le contenu du message. Durant ce mois, ils ont appris à se séparer du stress, la peur et à être capables de dire leur message et non les lire. À l'arrivée, ce sont des hommes et femmes transformés et affranchis. C'est tout en joie qu'ils reçoivent leur certificat devant parents et amis. Je suis venue nulle et je repars enrichie. Parce que, comme je disais, prendre la parole en public était difficile pour moi. À cause du stress, à cause de l'angoisse, à cause même de la peur de la prise de la parole. Mais quand je suis venue, qu'on m'a montré les techniques, alors à partir de cette technique, je suis à l'aise. Je sais maintenant respirer quand je parle. Je sais faire des silences. Je sais me mettre à mon aise. En tant que chef d'entreprise, on avait des challenges. Ces challenges, c'était qu'on pouvait se retrouver par moments à défendre des projets. Mais quand tu n'es pas aisé devant ton public, c'est vraiment difficile. Et quand j'ai vu l'offre sur Internet,
Je me suis senti vraiment concerné et je suis venu pour vraiment suivre cette formation. Mais à partir de ces moments, je peux dire que l'art oratoire, c'est vraiment ma chose. Le déclic chez moi, lorsque j'ai vu cette publicité sur le net, il y a une dame qui m'a marqué. Elle est douanière, si je ne me trompe pas. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à parler pendant les réunions. J'ai dit, mais tiens, ça m'intéresse. Parce que moi encore, c'est pire. Moi, je n'arrivais pas à parler parce que je suis bègue de naissance. Et je me suis dit que ça peut m'arranger. Et je suis venue là, je suis vraiment transformée. Je suis heureuse. J'avais un mauvais entendement de cette prise de parole en public. J'avais peur parce que je me disais en prenant la parole en public, si je dis quelque chose de mauvais ou bien de déplacé, le public va se moquer de moi. Et je me demandais aussi à chaque moment quand je parle, est-ce que le public m'écoute? Est-ce que ce que je dis, vraiment, le public, comment est-ce que le public perçoit? Et c'est ce que je n'arrivais pas à corriger, mais à Côte d'Ivoire, je peux corriger cela. Des transformations rendues possibles grâce à cet homme et son équipe. Boni Igromé Esperantos, coach formateur en art oratoire, gérant du cabinet Aro Côte d'Ivoire. On a donné un peu des arguments, des éléments, des techniques en art oratoire. Donc les techniques sur le verbal, les techniques sur le mental, les techniques sur le visuel et les techniques sur le verbal. Sur l'oral, ça consistait à aider les participants à articuler, parler avec conviction, à pouvoir prononcer correctement les mots, parce que c'est important. Lorsque vous parlez, il faut que l'autre qui vous entend puisse entendre clairement ce que vous dites. Et aussi sur le mental, donc aider les personnes à être en accord avec eux-mêmes lorsqu'ils parlent, parce que si vous êtes indisposé mentalement, ça sera difficile pour vous d'être convaincant. Donc on a appris à convaincre un public qui n'a pas forcément envie de les écouter. Et aussi, on a aussi les appris à travailler leur image. La formation est essentiellement pratique et orale, raison pour laquelle, selon les premiers responsables des Aro Côte d'Ivoire, les niveaux d'études intéressent peu. La rentrée de la 25e promotion est prévue pour le samedi 14 août prochain. Direction Yamoussoukro, une bouffée d'oxygène pour les riziculteurs de la région du Bélier. Une cartographie des différents périmètres rizicoles réhabilités par le projet Pôle Agro-Industrie du Bélier est désormais connue grâce à une enquête menée par un cabinet. Les conclusions ont été livrées récemment au cours d'un atelier. Charles Kouakou nous fait le point. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, le DEPE Bélier a réhabilité 17 périmètres rizicoles couvrant une superficie de plus de 1116 hectares afin d'améliorer les conditions de production des exploitants agricoles. La cartographie réalisée est un outil d'aide à la décision qui va permettre au projet de non seulement maîtriser l'espace sur lequel interviennent les différents exploitants agricoles, mais également de déterminer la nature du coup de pouce à donner aux uns et aux autres pour booster leurs activités. Aujourd'hui, ce travail-là permet aux riziculteurs effectivement de connaître leur superficie, la superficie sur laquelle ils travaillent et de pouvoir commander les intrants qu'il faut. Ça permet d'optimiser la production sur les parcelles. Quand vous avez un projet, il faut recenser tous les éléments du projet et puis pouvoir faire les planifications. Et à la fin du projet, il faut également évaluer le projet. Donc la cartographie a sa place un peu partout. La présentation de cette cartographie a vu la participation de la vingtaine de responsables de périmètres rizicoles, l'ADERI, Association pour le développement rizicole, l'ANADER, les industriels et les mini-rizeries. À ce jour, environ 424 producteurs ont été recensés sur un objectif de 1000 à atteindre d'ici la fin du projet. La superficie brute, mais ce qu'on a besoin réellement, qui nous permettra quand même de s'adresser à une maison de crédit ou bien à quelqu'un qui veut nous accompagner dans la production, c'est surtout la superficie cultivable. Parce qu'on veut vraiment les superficies réelles qui puissent permettre à un producteur de savoir si son rendement est meilleur par rapport à sa famille, parce qu'on vit du riz aujourd'hui. Au total, le projet entend réhabiliter et aménager 1835 hectares de périmètre rizicole. Le projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier s'inscrit dans le cadre du dialogue entre la Banque africaine de développement et le gouvernement de la Côte d'Ivoire.
Rendons-nous à Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Récemment, les Sénoufos résidant dans la commune se sont choisis un nouveau chef. Son nom, Tiagogo, il a été investi en présence des autorités préfectorales. Kone Tiagogo est le nouveau chef de la communauté Sénoufo de Diokwe. Il a été intronisé par ses pairs le samedi 31 juillet 2021, en présence des autorités administratives et de la chefferie traditionnelle. La cérémonie d'intronisation a été faite avec l'accord de tous les Sénoufos du département. À cette occasion, le parrain de la cérémonie a invité au respect, à l'attente et à l'union autour du nouveau chef. Il a également prodigué quelques conseils aux nouveaux responsables de la communauté Sénoufo. Ce que nous voulons laisser à la Côte d'Ivoire, c'est une Côte d'Ivoire réconciliée et bâtie et développée. Et Dieu merci, nous avons tous les potentiels pour développer notre pays. Donc c'est le message fort, mais les leaders ne peuvent pas s'entendre si vous-même vous ne vous entendez pas. Mais la réconciliation commence d'abord dans nos propres familles. Le peuple Sénoufo de Diokwe n'avait pas de chef depuis le décès de feu Adama Dambélé en 2016. Nous voulons, avec l'intronisation de ce jour de M. Kone Tiagogo, en tant que chef central des Sénoufo du Guémon, affirmer l'unicité de notre peuple dans la région. Permettre une meilleure intégration des Sénoufo en pays ouest. Participer entièrement et pleinement à la recherche de la paix, de la cohésion sociale. Cette cérémonie d'intronisation, qui a pris l'allure d'une fête de retrouvailles, a enregistré plus de 2000 personnes venues des différentes localités. Les différentes communautés vivant à Diokwe sont venues nombreux témoigner leur soutien au peuple Sénoufo, signe d'une cohésion sociale. Cet élément de Théodore Kanga vient mettre fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.